tous, bienvenue sur la chaîne Vox Populi. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que j'ai décidé de nommer la fascisation du libéralisme et de voir les solutions qui vont avec. Puisque on va me dire que j'enfonce des portes ouvertes, et effectivement, ce serait légitime dans un certain sens, à dire que le libéralisme s'est fascisé, enfin plutôt le néolibéralisme s'est fascisé ces dernières années. Ça, tout le monde le sait. Je pense que c'est quelque chose d'acté, de clair. On est tous d'accord là-dessus. Sauf si on se voile la face, ou sauf si on fait partie de ce groupement néolibéral qui se distingue, on verra, du libéralisme classique, bien sûr, et mais qui en est tout de même l'enfant. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va définir ce que c'est le libéralisme et le néolibéralisme. Ensuite, on va voir d'où cela vient, bien que bon, on a tous une petite idée, mais je vais le traiter sous une forme que je n'ai pas encore vue, du moins sur les réseaux français, et que je trouve assez intéressante et enfin, je ne vais même pas dire sous-évaluée puisque je ne l'ai jamais vu traiter. Donc je pense que même, soit les gens sont au courant et mais ne l'ont pas conscientisé, ou les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi sur la question récemment, et j'ai trouvé une explication très, comme je vous l'ai dit, très cachée, et pourtant très... qui peut, comment dire, expliquer beaucoup. Excusez-moi. Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est le libéralisme. Donc le libéralisme, c'est un courant politique qui a déjà connu plusieurs incarnations au fil du temps, comme tout courant politique. Mais à l'origine, il s'agit de mettre en avant la liberté de l'individu et la responsabilité de l'individu par rapport à l'État. C'est-à-dire que l'individu doit être indépendant vis-à-vis de l'État, et l'État doit être indépendant vis-à-vis de l'individu. Ça, c'est la première des choses. Et également, du coup, assurer tout ce qui est liberté de pensée, liberté d'expression, liberté économique et fiscale, la liberté géographique, donc le fait de pouvoir bouger quand on veut et où on veut, avec le moins de restrictions possible. Et donc voilà, ça c'est, on va dire, la définition claire qui est dans l'imaginaire collectif depuis toujours. Mais récemment, on a vu une forme qui s'appelle le néolibéralisme, qui est assez spéciale. En fait, alors au point de vue économique, ça va dans la logique de l'économie de marché. En fait, ça va dans la logique de l'extension de l'économie de marché, sauf que là, la différence, c'est que ce n'est plus au niveau national, c'est au niveau international. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui sont revendues à des groupes étrangers, et c'est pour ça qu'on a des entreprises étrangères rachetées par des groupes français. Je pense notamment à Dacia, par exemple, qui ont été rachetés par Renault il y a quelques années maintenant. Et donc, le niveau économique suit la logique historique. C'est-à-dire que c'était au niveau régional, puis au niveau national, puis aujourd'hui ça l'est au niveau international. Et c'est comme ça également qu'on s'est retrouvé avec la vente d'Alstom pour un groupe américain. Toutefois, c'est là que je trouve qu'il y a une dichotomie, et que beaucoup trouvent d'ailleurs qu'il y a une dichotomie aujourd'hui, et les gens ouvrent de plus en plus les yeux vis-à-vis de cela, donc c'est très bien. C'est qu'en fait, cette liberté individuelle à outrance est arrivée au point où ceux qui ne sont pas d'accord... Parce que normalement, c'est ça aussi. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Normalement, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Sauf qu'en fait, là, les limites sont tellement de plus en plus... ont été tellement poussées à leur extrême qu'on finit par empiéter sur les autres. Et donc maintenant, on se retrouve avec des gens qui, parce qu'on tient un certain discours, parce qu'on tient de certains propos, vont se sentir offensés, alors qu'on ne les vise même pas. Et en fait, moi, je me suis demandé d'où ça venait, ça, parce qu'effectivement, on peut mettre en cause le libéralisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui découlent, effectivement, de ce libéralisme et de ce néolibéralisme, surtout. Mais il n'y a pas que ça. Alors, dans un premier temps, à qui la faute? À qui la faute? Je pense que la question peut se poser. Moi, je pense que la question peut être vite répondue, comme dirait
comme dirait un certain monsieur Fanguin, ça vient des États-Unis. De toute façon, on le sait, c'est acté, c'est clair, c'est défini que notre mentalité, notre culture s'américanise au fil des décennies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est normal, étant donné que... Enfin, normal, pas dans le sens où c'est bien, mais dans le sens où c'est logique, étant donné que les États-Unis sont l'un des deux grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale, et que nous étions dans le giron américain pendant toute la durée de la guerre froide, sauf sous De Gaulle, qui est une période assez particulière. Et encore, nous étions quand même un pays membre du bloc de l'Ouest. On n'a jamais fait partie des non-alignés. Et en fait, avec la rapidité de la diffusion de l'information, ça ne fait que s'accélérer. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des mouvements en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, qui sont basés sur des problématiques américaines. C'est ce qu'on appelle le globalisme, en fait. Et c'est logique, au vu de tout ce qui se passe, et au vu de la façon dont ça a évolué. Toutefois, il y a un autre... du coup, il y a un peu... ce point, en fait, d'où ça vient aux États-Unis. Cette mentalité de partir dans tous les sens, etc. J'ai développé ma propre théorie qui, à mon avis, est loin d'être fumeuse, qui me semble assez pragmatique. En fait, les États-Unis, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est fondé sur deux choses. La liberté totale, de tout, liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de mouvement, et sur le protestantisme, mais une forme vraiment particulière du protestantisme. C'est-à-dire que les premiers colons étaient soit des anglicans, donc qui était la religion d'État, qui est d'ailleurs toujours même la religion d'État au Royaume-Uni, mais également beaucoup de protestants, calvinistes, luthériens, zwingalistes, d'autres mouvements également qui étaient un petit peu plus par exemple le pentecôtisme qui s'est développé après le calvinisme, ou l'anabaptisme également. C'est compliqué à résumer, c'est-à-dire qu'il y a tellement de mouvements et tellement de divergences entre ces différentes formes de protestantisme. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, moi-même je suis issu de l'un de ces mouvements-là, qui sont des mouvements originels, on pourrait dire, puisqu'ils font partie des premiers à être apparus. Mais c'est vrai que la complexité de ces choses mélangées sur un même territoire, au sein d'une même nation, c'était sûr que ça allait foutre le bordel. Sachant qu'en plus, ce sont des mouvements qui ne sont absolument pas structurés. De plus, cette doctrine protestante, dont encore une fois je suis issu également, se base sur l'individu. Sur la foi de l'individu, sur les actions individuelles qui priment sur la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté. Il y a une communauté comme dans toute confession, comme dans toute religion. Mais l'individu prime, et les actions de l'individu priment. Et donc en fait, le temps passe, il y a des révolutions, il y a des guerres, il se passe tout ça. On en arrive à la fin des années 80. Donc j'ai fait une ellipse assez grande, mais effectivement, l'évolution en fait tend vers de plus en plus de libéralisme. Donc on a la libéralisation des droits des femmes, on a la fin de la ségrégation, tout ça qui est très bien. Et en fait, on arrive fin des années 80, et on a un président qui s'appelle Ronald Reagan, que personnellement j'admire pour beaucoup de choses, qui lui, pour le coup, était un anticommuniste notoire, et qui a fait de sa conviction, qui avait pour conviction, et qui a fait pour objectif de sa vie d'annihiler l'URSS, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait parce que quand il a quitté le pouvoir, c'était en 89, ou peut-être début 90, l'URSS s'était terminée. Et en fait, depuis cette période-là, on a eu... Donc lui était un presbytérien, qui est une branche du calvinisme, puisque comme je vous l'ai expliqué, il y a eu des sous-branches et des sous-sous-branches au protestantisme calviniste, luthérien. Surtout ces deux-là, et anglican également dans une certaine mesure. Et du coup, on se retrouve en fait avec des gens qui n'ont plus la notion de Dieu, puisqu'il y a eu ça en même temps. Étant donné qu'il y a eu une libéralisation des mœurs, de la parole, des valeurs, on se retrouve avec des gens qui ne croient plus en Dieu, mais qui ont une espèce d'ersatz de chrétienté, puisque pour beaucoup disent croire en l'univers,
Bon, je suis pas là pour faire de la théologie, mais logiquement, l'univers a un début et une fin, ça a été démontré. Tout ce qui a une temporalité a été créé par quelque chose d'intemporel, de toute façon. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce point-là qui est intéressant à soulever. Et du coup, en fait, on se retrouve avec du moi-je, 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 moi. Chose qui est totalement même proscrite dans la religion protestante. Enfin, quand je prends mon cas personnel, encore une fois, parce que je pense être un excellent exemple à ce niveau-là, quand je faisais mon catéchisme, on insistait bien sur la charité, on insistait bien sur le fait de devoir aider les autres, sur le pardon également, tandis que là, on est dans une espèce d'hystérie individuelle et collective en même temps, qui en plus ose se cacher derrière des problématiques sociales pour mettre en œuvre leur idéologie minoritaire, puisqu'elle est totalement minoritaire, vu que la majorité est silencieuse, n'en a rien à foutre et bosse et fait sa vie. Et c'est comme ça qu'un pays fonctionne en fait et qu'un peuple fonctionne. Mais non, on se retrouve avec des minorités qui se prennent pour une majorité, qui prétendent parler au nom d'une majorité. Donc en plus d'être individualiste, c'est plus qu'arrogant, à mon avis. Et c'est vrai que ça nous entraîne dans une boucle qui est assez négative, enfin qui est même très négative. Et on se retrouve même avec des gens de notre camp, donc du camp patriote, du camp libertarien si je puis dire, ou nationaliste, vu qu'on a également des nationalistes dans le camp de la droite, qui justement foncent leur beurre sur le malheur des autres également. C'est-à-dire qu'ils vont prendre du... Ça a déjà été dit et redit, exactement ce que je dis là, encore une fois j'enfonce une porte ouverte. Mais ils vont prendre des articles, ils vont les lire, ils vont commenter, et ils vont rien proposer derrière. Ils vont faire, ce qu'on voit de plus en plus, qu'on appelle le business de l'indignation. Donc en fait, ils sont pas beaucoup mieux que ceux qui sont de l'autre côté. Après, j'ai envie de vous dire, d'un autre côté, ils ont leur public, ils arrivent à faire du fric là-dedans, donc tant mieux pour eux. À mon sens, le problème vient toujours de la base, de toute façon. Puisque sans la base, c'est comme un château de cartes, sans la base, tout le reste s'effondre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à tout ça? Parce que là, effectivement, je viens de déblatérer un flot de pensées négatives. Enfin, c'est pas des pensées qui sont négatives, mais c'est des faits établis, mais ça a un impact plus que négatif sur ma personne, sur beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Déjà, se reconnecter avec la nature. Aujourd'hui, on a un pourcentage énorme de la population en Europe qui vit en ville. Et c'est mon cas également aujourd'hui. Bien que je sois à l'étranger, je vis en ville aussi. En fait, on a oublié qu'on venait de la nature. Et que partout de là où on vient, on se sent bien. Tous les éléments primaires à notre biologie, à notre corps, ne peuvent nous faire que du bien. C'est pareil pour l'activité physique. Pourquoi on se sent bien après avoir fait du sport? Parce qu'on a fait quelque chose de dur. On a fait quelque chose d'éprouvant. On a mis notre corps à l'épreuve. Et peu importe le sport qu'on fait d'ailleurs. Bon, peut-être qu'on va pas compter le badminton et le golf. Et encore, quoique. Mais c'est vrai qu'on met notre corps à l'épreuve et notre esprit à l'épreuve. Donc on se sent bien après. Puisqu'on a fait quelque chose qui nous a renforcés. Et c'est ça qui nous fait du bien. C'est la production de l'hormone, effectivement, je sais plus le nom. Mais ça influe énormément. La nature, c'est un lieu où on peut se ressourcer. On peut se recentrer sur l'essentiel et se libérer, en même temps par la même occasion, de la musique, des réseaux sociaux, des écrans, en général. Personnellement, ce que j'aime bien faire le week-end, toute la semaine je dois travailler sur un ordinateur, ce que j'aime bien faire le week-end, je déconnecte tout et je me barre. C'est-à-dire que soit je vais louer une maison à quelques 200-300 km de là où j'habite, soit je pars et je me balade en dehors de la ville dans les faubourgs,
mais en nature, dans la nature. Et ça fait un bien, les gars, vous imaginez même pas. Sincèrement, c'est quelque chose de très sous-coté aujourd'hui, et qu'on oublie malheureusement. Vaut mieux faire ça que de se noyer dans l'alcool et dans la drogue, etc. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais ça va pas l'air d'être clair et acté pour tout le monde, et je pense que plus on est nombreux à le dire, mieux ce sera. Également, il y a le fait de commettre des actions concrètes dans le réel. C'est-à-dire que si vous allez faire de la charité, si vous allez aider des associations, par exemple, qui vont donner à manger aux SDF, qui vont œuvrer pour la nature, aller bosser dans un... Enfin, bosser du coup non, puisque c'est du bénévolat. Dans des refuges pour animaux, ce genre de choses. Tout ça, ça nous permet de nous reconnecter avec la nature et avec notre prochain. Et il y a bien une raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur Terre, c'est celle-là. C'est indéniable, de toute façon. Et comme dit, la pratique d'activité physique, afin de reconstruire une confiance en soi. Parce que le problème, c'est que quand on passe des heures et des heures sur un écran, c'est pas un symptôme. C'est pas un symptôme, c'est un résultat. Le symptôme, c'est qu'on se sent mal quelque part. Et qu'on a besoin soit de fuir, soit de se droguer à la dopamine. Mais dans les deux cas, c'est pas bon. Donc, la pratique d'une activité physique, donc musculation, boxe, foot, vélo, arts martiaux en général, basket, peu importe. Quelque chose qui vous fait vous dépenser et vous dépasser. C'est surtout cela. Puisque ce sont des individus qui forment une civilisation. Si on n'a que des individus de merde, on va avoir une civilisation de merde. Je sais plus qui avait dit ça. C'était un vidéaste de notre camp, je sais plus qui c'était, mais en tout cas c'était totalement vrai. C'est que des individus de merde vont créer des gosses de merde qui vont créer une civilisation de merde. Et je sais pas vous, mais personnellement j'ai pas envie que mon gosse soit obèse à 10 ans et qu'il fasse un AVC à 20. Ouais, je sais pas si c'est possible, mais bon, vous voyez l'image. Donc il y a tout cela. Et faites quelque chose que vous aimez. Excusez-moi. Quelque chose qui vous plaît. On a tous des passions. Maintenant, je vais prendre mon cas, par exemple. Moi, dans ma tête, j'ai toujours détesté le sport à la base. Toujours. Depuis que j'avais 14 ans, jusqu'à mes... je me suis remis au sport, là, il y a quelques mois, il y a peut-être 5 mois. Donc, à aller à la salle, et à courir, et voilà. Et à faire des randonnées aussi, de temps en temps. Mais en fait, je voulais pas faire de sport pendant toutes ces années-là. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai refusé de pratiquer quelconque activité sportive et j'étais pas bien dans ma tête. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait un truc qui s'était passé quand j'étais petit, un truc con, un truc vraiment stupide. En fait, si vous voulez, j'étais inscrit au foot et j'étais une merde au foot. J'ai toujours été une merde en foot, j'ai toujours été une brêle. Et voilà. En plus, je jouais dans un club avec des jeunes, donc du coup, Dieu sait que les jeunes, c'est con, de toute façon. Et du coup, il arrive ce qu'il arrive quand on est mauvais dans une équipe où il y a que des ados, vous faites mettre de côté. Et c'est complètement normal. C'est tout à fait logique et humain et primitif comme comportement en fait. Et ce qui s'est passé du coup, en fait ça m'a dégoûté du sport. C'est-à-dire que j'avais assimilé ce truc à la pratique sportive en général. Alors c'était complètement stupide, c'était un cas d'une équipe dans une discipline à un certain niveau. Qui était un niveau très bas, enfin football amateur quoi. C'est complètement stupide de raisonner comme ça. Mais c'est un chemin qui est normal qui peut être amené à être pris pour se protéger de ça. Sauf qu'en fait ça c'est bon. Enfin, faut réussir à le structurer ce truc aussi. Il faut réussir à l'interpréter de la bonne façon et à l'appliquer de la bonne façon. C'est-à-dire n'allez pas arrêter de voir des nanas, d'aller en date comme on dit aujourd'hui, parce que y en a une qui vous a recalé. Ça n'a foutrement aucun sens. Vous n'allez pas arrêter de manger de la viande parce qu'il y a eu une fois un instant T dans un certain pays
vous avez mangé de la viande qui a été faite dans certaines conditions, qui vous a rendu malade. On va pas faire ça. Donc là, en fait, c'est pareil, et c'est exactement la réflexion que je me suis faite. J'ai commencé à aller à la salle avec quelqu'un que je connais qui y va depuis une quinzaine d'années maintenant. Et au final, ça s'est très très bien passé. Je me suis même découvert une passion. Donc en fait, les passions qu'on a, des fois, on ne les connaît pas. Et on les découvre en essayant des trucs. Comme dit, pour ma part, j'ai 24 ans. On est jeune. Même à 24 ans, je considère encore qu'on est jeune. Aujourd'hui. Même à 30 ans, on l'est encore. Ça veut pas dire qu'il faut continuer de faire des conneries. C'est pas ce que je dis. Mais on est encore en âge de trouver ce qui nous plaît. Après, faut pas traîner non plus. Faites pas ça jusqu'à 60 piges. Mais on a le temps. Et on doit se prendre le temps. Et plutôt que de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures sur nos smartphones, passons ce temps à trouver quelque chose qu'on aime. Pour ma part, comme dit, j'adore écrire également. J'adore écrire, j'adore me cultiver par rapport à l'histoire, la politique, la sociologie, la religion, tous ces sujets-là. Chaque jour que Dieu a fait, je les utilise pour ça. Et je peux que vous encourager à faire pareil parce que sincèrement, pour ma part, je pense que ça m'a sauvé d'un certain nombre. J'allais dire de péchés, mais même pas forcément, juste d'actes nocifs pour ma personne, qui auraient pu mener très très loin, pour certains. Donc on a des solutions, mais les solutions elles sont au niveau individuel. Donc moi ce que je vais faire, je vais arrêter ce podcast ici aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous invite à partager, à commenter et à mettre un j'aime. Et après celui-ci, je vais tout simplement vous conseiller de couper les écrans, prendre une feuille de papier, mettre sur le papier ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et plus vous allez écrire, et faites-le sur du papier, c'est très important. C'est très important parce que ça sortira de votre corps directement. Je sais, ça fait un peu méthode psy américaine au début des années 2010, comment dire, assez futile et assez inutile, mais sincèrement, je peux vous dire que ça fonctionne. Je vous conseille de faire ça. Posez-vous, prenez le temps qu'il faut. Si ça va prendre 2 heures, prenez 2 heures. Si ça prend que 10 minutes, très bien, c'est que vous êtes inspiré, c'est que déjà vous avez idée. Et à partir de là, faites ce que vous aimez et essayez. Même pas forcément ce que vous aimez, mais juste ce que vous pensez pouvoir aimer. Sur ces bonnes paroles, pleines de sagesse à mon avis, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.